Avant toute chose, je voulais préciser notre position afin qu'elle soit claire et sans équivoque. Un mort à la chasse est et sera toujours un mort de trop. Je me suis souvent exprimé sur cette question, vous venez de le rappeler, Madame la Présidente, sur cette question de la sécurité, en disant qu'il fallait toujours être ridicule de prudence. Ma vision des choses n'a pas changé. Ne pas tirer est aussi un acte de chasse. Et nous condamnons tout tir qui n'est pas fait selon les règles de sécurité. Je ne minimise donc en rien l'importance de la sécurité à la chasse. Je souhaiterais néanmoins revenir sur les circonstances de cette mission parlementaire. En décembre 2020, un jeune homme a été tué dramatiquement dans son jardin par un chasseur irresponsable. Et un collectif a donc été créé avec un site Un jour, un chasseur. Il a lancé, mais sur ce site, cette pétition qui a recueilli, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, et bien rappelé, plus de 100 000 signatures, ce qui nous vaut donc cette mission. Si la peine des jeunes filles qui animent ce site est réelle et légitime, je m'y associe personnellement d'ailleurs, les intentions et les associations qui sont derrière le sont, pour moi, bien moins. Elles veulent ni plus ni moins que la disparition pure et simple de la chasse. On peut d'ailleurs se poser la question de la représentativité des associations que vous avez ou que vous allez auditionner. Je prendrai l'exemple par exemple de ce monsieur Valençan que vous avez récemment accueilli et qui est le président d'une puissante association de 292 personnes. Alors qu'il y a d'ailleurs une fédération nationale de la montagne et de l'escalade qui, elle, n'a pas été invitée. Évidemment, nous n'avons pas été épargnés par ces propos, on s'en doutait, on connaît. Mais d'autres devraient suivre. Dans la même lignée, et je pense que, par exemple, au groupuscule AVA, dont les actions musclées contre les activités légales sont désormais reconnues comme légitimes au sein de la Haute Assemblée par le simple fait de leur invitation à participer à ce débat. Nous sommes donc présents ce soir par la volonté d'une association qui récolte à travers la France les milliers d'incivilités dont se rendent responsables les chasseurs. Ce site en ligne peut donner froid dans le dos à quiconque souhaiterait prendre la nature comme un espace libre de promenade. Néanmoins, mesdames et messieurs les sénateurs, je me dois de poser plus qu'une limite au contenu détenu par cette association. En effet, rapidement, nous avons remarqué que les histoires qui commençaient à s'étaler sur la toile des réseaux sociaux à travers ce site, concernant l'attitude dangereuse du monde synergétique, avaient, comme qui dirait, un petit air répétitif dans la narration. C'est pourquoi nous avons décidé d'apporter une large contribution personnelle dans la collecte de ces histoires rurales, afin d'amener plus de diversité dans les exactions des chasseurs. Nous avons été surpris d'ailleurs de la facilité à déverser des contenus haineux et totalement mensongers à l'égard de la chasse sur ce site. La seule chose qu'on nous a demandé, d'ailleurs de façon explicite, c'est systématiquement d'enrichir le contenu de nos propos par quelques détails croustillants, on peut imaginer, pour donner une force médiatique plus importante à nos petites légendes rurales. Nous avons bien sûr en notre possession tout ce qu'il faut pour étayer la véracité de mes propos, Madame la Présidente. Nous revenons bien sûr à la sécurité qui est un sujet de préoccupation permanente des fédérations des chasseurs et qui n'ont pas attendu un jour un chasseur pour se saisir de cette question. J'en veux pour preuve la baisse constante des accidents de chasse en me basant sur les chiffres de l'ONCFS puis de l'OFB. J'imagine que vous avez évoqué ce sujet directement avec Pierre Dubreuil il y a quelques instants. Mais c'est toujours bon à rappeler, effectivement, ainsi en 20 ans, il y a une diminution de 65% des accidents de chasse en général et surtout une baisse de 82% des accidents mortels. Dans le même temps, les tableaux de chasse de grand gibier ont augmenté de 75% et le nombre de balles tirées par les imbrayés de 66%. Contrairement à ce que certains croient, l'année 2020-2021 n'a pas connu, malgré la crise sanitaire, une diminution des activités en matière de chasse, puisque là encore, les tableaux de chasse grand gibier 2020-2021 sont identiques à ceux des années précédentes. À chaque accident, une enquête est diligentée par la gendarmerie avec l'OFB. Dans la quasi-totalité des cas, les accidents sont dus à un non-respect des mesures de sécurité en vigueur. Encore une fois, sans minimiser les faits, je vous engage à lire l'étude de Santé publique France sur les décès traumatiques en pratique sportive en France métropolitaine en 2017 et 2018. Car même si les accidents mortels de chasse étaient élevés et au nombre de 34 pour ces 2 années, la chasse est bien loin en termes de statistiques de certaines pratiques sportives ou de loisirs. Et contrairement à ce que j'entends régulièrement, une pratique sportive, quelle qu'elle soit, pratiquée dans un cadre sécuritaire, peut s'avérer dramatique pour autrui.
Une paire de skis peut être aussi une arme mortelle, comme l'actualité récente vient encore de nous le prouver. À partir de là, de nombreuses activités de plein air finiront par subir les mêmes attaques en finissant par l'interdiction de conduire un véhicule qui devient, à partir de ce raisonnement, l'outil pratique statistiquement le plus dangereux qui soit. D'ailleurs, si la chasse était si accidentogène que veulent bien les dire les antichasses, les tarifs des assurances responsabilité civile pour la chasse seraient bien plus élevés que ça. Mais je pense que les propos tenus ici il y a quelques jours par un assureur sur le risque de collision lié aux animaux sauvages ont été exposés de façon suffisamment explicite pour ne pas revenir à nouveau dessus. À part la solution émanant des grands sachants de l'écologie parfaite, où nous aurions dans l'avenir plus de 10 000 loups et de 5 000 ours en liberté sur le territoire national pour réguler l'ensemble des grands animaux sauvages, complexifier la pratique de la chasse ou même la supprimer d'ailleurs, devra entraîner chaque année la mort de plusieurs centaines de nos concitoyens non chasseurs dans des collisions routières, sans oublier le retour bien sûr de la prédation naturelle sur l'espèce humaine par ces grands prédateurs. Mesdames et messieurs, les chiffres ne peuvent mentir et ils montrent clairement une forte diminution constante des accidents liés à la chasse. Et c'est la traduction directe des efforts faits en matière de sécurité par les chasseurs eux-mêmes. La chasse est particulièrement réglementée et les mesures de sécurité existent et sont nombreuses. En rajouter ne changerait rien. Ce qu'il faut, c'est poursuivre le travail de formation de nos chasseurs, comme le font actuellement nos fédérations, et savoir prendre des sanctions exemplaires en cas de non-respect des règles élémentaires de sécurité. Mesdames et messieurs, si vous regardez bien les derniers accidents qui se sont produits, à chaque fois, il s'agit principalement d'un non-respect des règles réglementaires de sécurité de la part d'un chasseur, mais parfois aussi un enchaînement d'interactions qui relève plus de la malchance que de la faute grave. En fonction des départements, selon le biotope et le mode de chasse pratiqué, certaines mesures peuvent compléter les règles générales de sécurité dans les schémas départementaux de gestion cynégétique. Je tiens d'ailleurs à attirer votre attention sur le fait que la vérité d'un territoire, même d'un département, n'est pas forcément valable et applicable chez le voisin du fait de ses biotopes, de l'organisation de la chasse elle-même, de la superficie couverte ou simplement des modes de chasse pratiqués. Les schémas départementaux de gestion cynégétique sont justement là pour fixer des règles sécuritaires adaptées au contexte local. Vous allez auditionner différentes associations anti-chasse dans les semaines qui viennent et j'attire votre attention sur le risque d'une dérive similaire au lancement d'un nouveau concours Lépine de la meilleure disposition à prendre contre la chasse. Il est d'ailleurs déjà très ouvert. Nous l'avons entendu avec l'audition du général gendarmerie Villeminet qui veut classer les armes de chasse en catégorie B. Comme vous le savez tous, le terrorisme et les violences urbaines ne sont nullement liés à la détention d'armes de chasse. Nos adversaires cherchent à dire le contraire. Nous pourrions en rire s'ils n'ajoutaient pas l'obscénité à la mauvaise foi en rajoutant dans ces dérives les féminicides liés, d'après eux, au cerveau reptilien du chasseur. C'est ce qu'on entend maintenant régulièrement partout. La chasse est une pratique légale et populaire, issue des premières heures de la Révolution française. Et elle incarne le concept même de la liberté individuelle à la française, avec, je vous l'accorde, les imperfections naturelles liées à toutes les pratiques de l'espèce humaine. Oui, nous ne sommes pas des robots, personne dans ce pays ne souhaite le devenir d'ailleurs, mais le risque zéro n'existe pas à la chasse comme dans toutes nos actions. Puissiez-vous, mesdames et messieurs, garder en tête cette vérité avant de nous soumettre, par exemple, au principe de la balise Argos individuelle tant souhaité par nos ennemis. Si la chasse est déjà très encadrée dans son volet sécuritaire, elle bouge et s'adapte sans cesse avec la modernité de son temps. Mais on l'oublie un peu vite quand un non-chasseur perd la vie, statistiquement d'ailleurs 1 tous les 2 ans pour être précis. C'est pourquoi nous cherchons systématiquement à affiner sans cesse la sécurité dans nos pratiques. Ainsi, à ma demande, 3 règles nationales sont en vigueur depuis la loi du 24 juillet 2019 pour augmenter la sécurité. La généralisation du port d'un vêtement fluorescent pour les chasses collectives de façon à être vu aussi bien par les chasseurs eux-mêmes, mais également par les autres usagers de la nature. Les chasseurs n'avaient pas attendu cette obligation. De très nombreux départements avaient déjà exigé le port d'un dispositif fluo, mais certains considéraient qu'une casquette ou un brassard pouvait suffire. Nous avons souhaité harmoniser l'ensemble de ces mesures. Toute chasse collective est obligatoirement signalée par des panneaux sur l'accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour matérialiser les entrées principales de la zone de chasse. Ceci permet une information locale et précise au moment même de l'action de chasse. D'ailleurs, il devient urgent de punir sévèrement les personnes qui s'emploient régulièrement au vol systématique de ces panneaux de sécurité, pourtant essentiels dans certains territoires périurbains ou fortement fréquentés le week-end.
Enfin, arrivant à la tête de la FNC en 2016, j'ai moi-même proposé que soit mise en place une remise à niveau en matière de sécurité pour chaque chasseur, tous les 10 ans. Connaissez-vous, mesdames et messieurs, un seul port de loisirs qui ait mis en place de sa propre initiative une telle chose? Aucun. Pensez, cette remise à niveau n'existe même pas pour le permis de conduire, dois-je vous le rappeler. Chaque chasseur est convoqué pour une demi-journée durant laquelle on lui présente des situations d'accident de chasse réelles afin qu'il prenne conscience que l'accident n'arrive pas qu'aux autres, comme je l'avais écrit il y a 2 ans. Pas 3 maintenant d'ailleurs. Ces règles lui sont répétées, martelées, explicitées. La crise sanitaire a malheureusement retardé la mise en place de ces formations et nous avons 1 million de pratiquants à convoquer. Nous avons débuté en mai 2021 dans quelques fédérations pilotes. Cela se déploie de façon générale, depuis le mois de septembre. À ce jour, près de 20 000 chasseurs ont déjà suivi cette remise à niveau. Sur une année complète, cela représente une trentaine de TP mobilisés pour ces remises à niveau et uniquement sur nos fonds propres, puisque cette formation demeure gratuite comme nous l'avons souhaité. Comme prévu également par la loi de 2019, les fédérations des chasseurs ont mis en place au sein de leurs instances des commissions de sécurité afin d'élaborer des mesures de prévention, mais aussi des sanctions à l'égard de chasseurs au comportement dangereux. C'est une mesure que j'ai souhaitée et qui permet de sanctionner durablement les personnes ayant un comportement accidentogène répétitif, sans besoin pour autant d'attendre que l'irrémédiable se produise. Les sanctions peuvent aller jusqu'à demander au préfet de retirer le permis aux chasseurs concernés. De façon générale, et contrairement à ce que l'on entend trop souvent, il n'y a aucun compromis avec la sécurité de notre part et aucun accident n'est étouffé par le monde de la chasse. Mais les fédérations des chasseurs n'avaient pas attendu ces nouvelles lois pour agir. Depuis de très nombreuses années, c'est important de rappeler tout ça. Les fédérations ont mis en place des formations à la sécurité pour les organisateurs de chasse, pour les chefs de battue, pour les chefs de ligne, pour la manipulation des armes. En moyenne, c'est 27 000 responsables d'organisations de chasse qui suivent ces formations chaque année. Là encore, c'est un investissement d'une vingtaine de salariés au sein des fédérations. Et ces formations vont perdurer, même avec la mise en place de cette formation décennale qui va vraiment pouvoir commencer avec cette année 2022. En matière de prévention, les fédérations sont aussi très actives. 92% d'entre elles proposent aux chasseurs des subventions pour installer, quand cela est possible bien sûr, des miradors sur le territoire, ce qui permet de garantir un tir plus fichant. Elle distribue des posters, des fiches de consignes de sécurité à mettre dans les cabanes de chasse et à distribuer aux chasseurs. Il faut bien comprendre que toute journée de chasse débute par ce qu'on appelle le rond de chasse. Et je sais que certains d'entre vous s'y sont rendus récemment. Le responsable de la chasse rassemble tout le monde, explique le déroulé de la journée et rappelle les consignes de sécurité en précisant tous les cas particuliers. Si un chemin ouvert au public traverse le territoire ou une ferme isolée dans un coin, et ces mêmes consignes personnalisées sont encore répétées quand le chasseur arrive à son poste de battue. On pourrait dire que c'est la meilleure formation continue que nous pratiquons et nous le faisons toutes les semaines. Au titre de la pédagogie, plus d'un tiers des fédérations ont mis en œuvre avec les parquets des stages de sensibilisation des auteurs d'infractions de chasse, ce qui donne l'occasion à ces personnes de passer une journée complète consacrée aux règles de sécurité vis-à-vis des chasseurs, mais surtout des tiers. Vous devez aussi avoir à l'esprit qu'une trentaine de fédérations ont recruté des agents de développement assermentés et que ce sont aujourd'hui des acteurs professionnels de premier plan en matière de surveillance, de prévention et de médiation. L'évolution des missions des inspecteurs de l'environnement de l'AFB démontre que ces quelques 200 agents de développement sont désormais souvent tout seuls, en première ligne sur le terrain pour éduquer le chasseur, mais surtout veiller au respect des règles de sécurité. Or, à la chasse comme en toute matière, la peur du gendarme est bien réelle. Il faut mettre en place une véritable police de proximité à vocation synergétique entre au premier lieu. La proposition que j'avais faite au moment du Salon des maires a été brocardée, mais pourtant elle correspond parfaitement à un besoin de sécuritaire croissant sur le terrain. Nous manquons donc cruellement de police de chasse, mesdames et messieurs, et je suis sûr que certains accidents auraient pu être évités par plus de contrôle et par peur du passage de l'agent fédéral. L'humour mal placé de certains est de dire qu'on a plus de chances de gagner au loto que d'être contrôlé par la police de la chasse. Mais parfois, ça ressemble à ça quand même, malheureusement. Même si cela est largement exagéré, je vous l'accorde, il est néanmoins évident que l'absence de police naît le danger d'un laxisme sécuritaire. C'est une évidence. Alors, plutôt que de nous retirer nos prérogatives en matière de police de chasse, faites par les agents de Fédération des chasseurs, comme vous l'avez fait, enfin vous ou d'autres, mais mesdames et messieurs les sénateurs,
par un amendement lors de la loi chasse de juillet 2019. J'espère que vous pourrez corriger cette erreur majeure tout en pensant au financement qui va bien sûr avec. Enfin, sujet primordial, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la cohabitation sur les espaces ruraux. Il faut parler d'ailleurs de cohabitation et donc de partage de la nature, car il est de notre responsabilité collective de nous entendre dans le respect des uns et des autres. Nous n'avons pas attendu les pouvoirs publics pour engager un dialogue de vérité, avec un certain nombre de fédérations de sport et loisirs que je vais saluer ici, car elles ont eu tout le courage de dépasser les préjugés pour échanger et construire avec nous. Aujourd'hui, de nombreuses fédérations de chasseurs ont signé des conventions avec les usagers, vététistes, cyclistes, cavaliers, randonneurs, et j'en passe. La FNC a mis en place avec la Fédération française d'équitation, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française de randonnée, la Mountain Biker Foundation, la Fédération française de course d'orientation, un panneau d'information chasse en cours, à destination des usagers non chasseurs, afin de les informer sur le comportement à avoir lorsqu'ils croisent des chasseurs ou se retrouvent au sein d'un territoire de chasse. Ce panneau, avec un QR code d'ailleurs, permet une information détaillée. Des échanges d'informations tels que calendrier de manifestation, date et modalités de chasse dans certains secteurs ont lieu à l'échelon départemental. Les associations sportives et de loisirs et les fédérations des chasseurs encouragent leurs adhérents à communiquer entre eux à l'échelon des communes. Il n'y a pas particulièrement de difficulté entre les licenciés de ces clubs sportifs ou de loisirs et les chasseurs. Néanmoins, et je vous l'accorde, il faut toujours distinguer le licencié, qui est souvent destinataire d'informations, qui est organisé, équipé, souvent de vêtements de couleur vive, d'ailleurs parce qu'il connaît ces règles-là, il sait très bien comment les choses se pratiquent, et le simple promeneur, qui n'est adhérent d'aucune association ou fédération et part en toute liberté dans la nature sans se renseigner, parfois sans comprendre ce qui se passe au niveau de la chasse en cours autour de lui. C'est la raison pour laquelle il faut un partenariat permanent à l'échelle départementale entre les différentes fédérations des usagers de la nature afin de conduire des actions d'information à la fois vis-à-vis des licenciés et plus largement des pratiquants. Au niveau national, nous avons donc créé l'Alliance des sports et loisirs de nature. On y retrouve la chasse, forcément, la pêche, le VTT, l'équitation, le golf, la montagne et l'escalade, la plaisance, la pêche en mer et même la pétanque. Et là, cette information n'est pas toujours connue et le seul fait d'entendre des coups de feu peut décourager des promeneurs alors qu'une grande partie de la commune concernée est accessible en même temps. Il faut aussi rappeler à ces usagers qu'eux aussi doivent respecter les consignes et les panneaux. On voit encore des promeneurs en forêt domaniale, au cœur même de la traque, malgré un panneau d'interdiction de l'ONF. Rappelons aussi que 75% de la forêt française est privée et que les promeneurs ne devraient normalement pas y pénétrer pendant une chasse, sauf bien sûr s'ils restent sur les chemins communaux autorisés. Le droit de propriété, si cher aux valeurs de cette Assemblée, me paraît essentiel dans l'approche sécuritaire de la chasse en général. Disposer d'un cadre particulier pour le domaine public, comme c'est déjà aujourd'hui le cas, me paraît acceptable. Mais ailleurs, la liberté doit prévaloir quand on pratique chez soi sa passion et que celle-ci est une activité respectable et potentiellement accessible librement aux quelques 4,5 millions de personnes qui possèdent un permis de chasser en France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques propos avant de laisser la parole à notre rapporteur. Rappeler que notre mission n'a pas vocation à rentrer dans le débat pour ou contre la chasse, mais on reste avec notre rapporteur campé sur notre ligne, et uniquement celle-là, de parler de la sécurisation de cette pratique. Voilà, donc nous ne rentrerons pas dans ce débat et comptez sur nous pour rester sur cette ligne tout en étant aussi maître de qui on souhaite entendre et qui on souhaite recevoir. Il ne nous a pas échappé les échanges violents et haineux sur la toile et les mails qu'on reçoit aussi au quotidien, même si ceux-là sont beaucoup plus adoucis. Mais nous souhaitons travailler dans la sérénité et la neutralité la plus totale. Donc vous pouvez être confiants sur nos capacités à nous faire une idée aussi, de ne pas donner crédit non plus à tous les propos excessifs. Voilà, c'est ce que je souhaitais rajouter avant de passer la parole à notre rapporteur pour quelques questions et des échanges sans filtre comme nous avions décidé dès le début de la mission de procéder sur notre méthode.
Merci Madame la Présidente, merci de ce rappel. J'allais effectivement vous dire, Monsieur le Président, en préambule, faites confiance aux parlementaires de cette mission qui auront évidemment dans leurs analyses, je pense, la distance nécessaire, en tout cas la neutralité nécessaire pour entendre et juger l'ensemble des propos. Alors par rapport à votre propos liminaire, j'aurais une première question qui concerne les schémas départementaux de gestion synergétique. Vous avez abordé en disant qu'il réglait un certain nombre de problèmes et je le crois bien volontiers. Néanmoins, l'observation qui est la nôtre à ce stade, c'est que leur nombre, leur diversité est aussi assez hétérogène sur l'ensemble du territoire national. Donc, quel regard avez-vous justement par rapport à ces schémas départementaux et à la limite, que peut-on faire pour faire en sorte qu'on ait une amélioration de ces schémas départementaux, voire une homogénéisation? Écoutez, monsieur le rapporteur, les schémas départementaux correspondent aux besoins, je dirais, du département concerné. Donc je l'avais dit dans mes propos liminaires, moi je ne partage pas du tout le fait de niveler effectivement l'ensemble des mesures. Elles peuvent être concrètes dans un département et complètement illusoires dans un autre. Moi je pense qu'au contraire, ils vont suffisamment loin. Il y a des parties de sécurité à remplir, ils sont remplis. Voilà, et je pense qu'on s'adapte parfaitement aux choses. Vous savez, vous avez des départements en France qui chassent beaucoup le grand gibier, des fois même pas du tout le petit, d'autres qui sont des départements de chasse de petit gibier, d'autres de gibier de migrateurs ou gibier d'eau. Voilà, on a cet outil qui est mis à disposition. Je pense qu'il est parfaitement bien utilisé. J'en suis même persuadé. Dois-je vous rappeler, il est toujours la même chose. Ces chiffres qui sont toujours en baisse drastique. Ça n'arrête pas de baisser et nous nous battons sans cesse pour faire diminuer. Donc les outils, on les a. Il reste un pourcentage faible d'accidents, que je rappelle est d'une personne malheureusement non chasseur, par an, tous les 2 ans, qui peut perdre la vie. C'est toujours trop. Mais on est passé quand même d'une situation il y a 50 ans où on était au-delà de 50 morts, alors qu'il y avait 2 fois moins de grand gibier, 3 fois moins de grand gibier en France. Donc à partir de là, le travail est fait. Les schémas sont très bien faits. Et on utilise tout ce qu'il faut utiliser dans ces schémas et on les fait vivre sans cesse. On les corrige, on les amende, on discute avec les préfets, on discute avec les autres usagers de la nature au niveau local. Ce sont des choses qui sont en totale évolution, permanente. Et la chasse reste dans la modernité de son temps. Mais voilà, à partir de là, moi je pense qu'on a tous les outils. Il peut y avoir des accidents, on les déplore, on les sanctionne. Non, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je regrette qu'on ait effectivement perdu les prérogatives de police de chasse. Et ça, je pense que c'est un vrai argument. Parce que comme sur la route, la peur du gendarme, c'est la peur du gendarme. Si vous savez que vous ne serez jamais contrôlé, si c'est limité à 130, vous le roulerez à 200, vous savez qu'il ne se passera rien. On y reviendra si vous voulez bien. Oui, mais je viens vous dire que je veux vous rappeler de façon générale, les outils existent, ils sont là. Les questions sur notamment le permis de chasse. Vous avez évoqué un chiffre de nombre de chasseurs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer le nombre de chasseurs qui disposent d'un permis sans avoir passé l'examen? Et donc, combien d'examens par opposition? C'est un chiffre qui est difficile pour nous à trouver, il faut le dire honnêtement. Par contre, je regarde effectivement qui provoque les accidents. Parce que je vois derrière votre question ce que vous voulez dire. On dirait effectivement que tous les vieux ne seraient plus aptes à la chasse. Non, c'est pas du tout mon propos. J'entends, monsieur le rapporteur. C'était une boutade. Je fais un raccourci mais j'insiste, s'il vous plaît, monsieur le président. Notre démarche, elle est de se renseigner, de pouvoir récolter des informations sans avoir absolument aucun a priori. En tout cas, je peux vous en certifier. Non, mais bien sûr, bien évidemment, monsieur le rapporteur. Et je partage ça avec ma présidente. Il faut dire simplement que quand on regarde... Alors, certains peuvent dire le contraire, j'en suis très étonné, parce que nous regardons précisément l'âge des gens qui provoquent, qui causent l'accident, évidemment. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà. On ne peut pas dire que les gens de plus de X années, puisque le permis de chasser est arrivé en 75, je crois,
que forcément les gens avant 75 qui ont eu leur permis de chasser avant 75 seraient des gens qui soient plus dangereux que les autres. Rien effectivement dans les statistiques ne peut dire ce genre de choses. Je le confirme. Et on a même eu un cas exceptionnel qui m'avait beaucoup marqué, je crois que c'est il y a 3 ans, où on a un gamin qui sortait du permis de chasser qu'il avait depuis 6 mois et qui a fait une erreur mais monumentale. Alors quand on sait bien il est difficile de passer un permis de chasser maintenant. Bon, c'est l'incompréhension totale. Comme quoi, effectivement, tout être humain peut des fois faire une erreur. Une fraction de seconde, on en fait tous les jours, des fois ça se passe, et une fois sur X fois, vous avez la catastrophe. Donc, l'âge ne fait rien à l'affaire, et le fait de ne pas avoir passé d'examen pratique n'est pas significatif. D'ailleurs, de toute façon, vous le savez, monsieur le rapporteur, à partir de cette année, tout le monde va être formé. Tout le monde. Donc il y a des gens effectivement qui n'ont pas passé d'examen pratique de permis de chasser. J'en fais partie. Moi je fais partie de ces gens qui ont coché des cases en théorie sur 21 réponses et il en fallait 16 pour avoir un permis de chasser. Mais tout le monde effectivement aura cette remise à niveau d'un point de vue sécuritaire. Et bien sûr dans cette remise à niveau, c'est la sécurité qui prime par-dessus tout. Et c'est ça que nous allons travailler. Et je le disais tout à l'heure, d'ailleurs on l'a fait de notre propre chef. J'ai fait, entre guillemets, campagne pour l'élection de 2016 à la tête de la FNC, en passant partout et en disant aux gens, si vous votez pour moi, je vous préviens tout de suite, vous allez tous avoir une remise à niveau sécuritaire à faire tous les 10 ans pour commencer. Voilà. Les choses étaient très claires de ce côté-là. Alors peut-être, pouvez-vous nous dire quelle est votre analyse, l'analyse de votre fédération, sur les accidents et les incidents de chasse d'une façon très générale. Vous l'avez déjà exprimé dans votre propos liminaire, mais de façon peut-être un peu plus... Les accidents, bon, on vient d'en parler plusieurs fois, ils sont en baisse. Et incidents, j'ai bien dit. Voilà. Alors les incidents, on va être beaucoup plus... Je vais être très mesuré. Je le disais tout à l'heure, pour ce site Un jour un chasseur, on a mis ce qu'on voulait dedans. Et quand c'était pas assez violent, on nous a demandé d'étayer. Donc, vous voyez un peu le truc. Donc, à partir de là, soyons prudents sur les incidents. Parce que c'est facile de raconter quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est facile de créer des sites où il y a que des gens qui voient des atrocités du côté du monde de la chasse. Sauf que nous, sur le terrain, quand on discute avec les gens, on ne les trouve pas, ces gens-là. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques chasseurs qui se conduisent mal. Bien évidemment, si vous prenez 10 personnes dans la société d'aujourd'hui, 10 chasseurs ou 10 autres personnes, il y aura toujours un pourcentage de gens qui peuvent faire des erreurs ou qui peuvent se conduire de façon, je dirais, très désagréable avec les gens et provoquer un incident, comme vous dites, verbal ou même peut-être physique, j'en sais rien. Moi, je vois quand même que dans nos communes, où on discute avec les gens, là où les gens vivent ensemble et se connaissent tous très bien d'ailleurs, c'est plutôt un échange... je dirais convivial sur la pratique de la chasse. Donc je ne sais pas d'où sort, mais c'est un petit peu dans l'air du temps, monsieur le rapporteur. On voit bien aujourd'hui, tout ça c'est quand même très médiatisé, il y a beaucoup d'orientation. Donc on a comme ça maintenant tous ces gens spontanément qui racontent toutes des horreurs effectivement dans la pratique de la chasse. Franchement, à titre personnel, je n'y crois pas. La preuve étant qu'on en a injecté autant qu'on en a voulu sur ces sites. Et on pourra vous donner tous les documents qui le prouvent. Alors, dans les mesures à mettre en œuvre, selon vous, sur quel secteur doit-on encore progresser pour améliorer la sécurité ? Mais écoutez, avec la nouvelle formation décennale, moi je pense que c'était peut-être le dernier outil qui nous manquait pour aller plus loin. Je le redis, monsieur le rapporteur, et c'est vrai qu'on va peut-être se répéter, ou je vais moi me répéter. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. on aurait une courbe à la hausse. On remet quand même juste bien le cadre. On augmente de 75% les prélèvements de grand gibier. C'est pas rien quand même. Donc on parle même pas du nombre de chasseurs, puisque on voit bien que le côté accident arrive beaucoup dans la chasse du grand gibier. Hein. Donc on a de plus en plus de grands gibiers, ça explose littéralement. À une époque où on avait 50 morts, on tuait 40 000 sangliers en France. On est pratiquement au million, donc il faut bien les tirer avec quelque chose, avec des balles, avec des carabines. On est bien tous d'accord là-dessus. Et on ne fait que baisser, mais de façon plus que significative. Donc il faut bien comprendre que le travail de fond est fait par les fédérations départementales et la fédération nationale, il n'y a aucun problème, que chaque chasseur prend conscience, qu'il y a même une autocensure interne qui se développe, comme je l'avais demandé encore dans ce que j'avais écrit. Il manquait peut-être cette formation décennale. Pas que je pense effectivement que les gens qui ont eu un permis en 1975 étaient plus responsables que les autres.
mais le petit refrain revient régulièrement. Donc nous allons repasser régulièrement toute personne, avec un œil observateur, si jamais nous avions des doutes sur des personnes qui pourraient nous montrer effectivement certains gestes ou certaines méconnaissances effectivement de la pratique de certaines chasses. On pourrait tout à fait leur demander d'approfondir les choses. On a cette possibilité. Donc voilà. Donc moi je pense que c'était le dernier outil. Avec celui-là, je vous dirais, monsieur le rapporteur, mon but il est simple. Avoir un nombre d'accidents mortels qui se rapproche quasiment de zéro dans les années qui viennent. Et je pense qu'on a tous les outils déjà dans les mains pour le faire. Nous avons le même objectif, donc c'est parfait de ce côté-là. Donc vous évoquiez donc la formation complémentaire, donc vous mettez en place. Aujourd'hui, combien de chasseurs ont suivi cette formation, et à quelle échéance vous pensez justement que tout le monde aura suivi cette formation? Alors, on passe 1 million de personnes, 1 million de pratiquants chaque année, 4 millions de personnes détiennent un permis de chasser, avec un turnover. Avec des gens qui arrêtent pour raison professionnelle, 1 année, 5 années, ou raison familiale, qui reviennent, qui repartent. Bon. On va passer effectivement tous ces gens dans ce délai de 10 années. Voilà. Le but étant entre nous d'ailleurs d'aller un petit peu plus vite. Nous souhaitons accélérer un peu les choses. On a mis 10 ans et dans le fond on a bien fait. On commence tout de suite par 2 ans de Covid. Comment réunir des gens dans des petites réunions, dans des endroits fermés ou même en extérieur, c'était compliqué. Donc, pour l'instant, on a un bilan plutôt positif, un bon retour. Les gens, les chasseurs d'ailleurs. Combien aujourd'hui? On n'a passé que 20 000 personnes, 20 000. Ce qui est dérisoire pour nous. Mais on sera probablement, je dirais à 150 000 à la fin de l'année. Donc on va avancer très vite. Et après, ça va se roder. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est très bien accueilli par le monde de la chasse. Personne ne s'est plaint de ça. Au contraire, les gens trouvent que c'est bien, qu'on vienne reparler de sécurité, qu'on vérifie des choses et qu'on leur demande avec le formateur de revivre effectivement les règles réglementaires, comment on calcule un angle de 30 degrés, même si ça devient scolaire et répétitif, c'est pas grave. On a beaucoup de salive pour la sécurité, on passera le temps qu'il faut. Donc on a quand même un retour à la fois positif du monde cinégétique, et les premiers gens qui ont passé ces formations, dont je fais partie d'ailleurs, on a des images chocs, on joue le jeu. Vous savez, comme pour la sécurité routière, vous montez des accidents dans les publicités à la télévision, on montre à plusieurs reprises l'effet qu'a une balle sur un corps humain. Je peux vous dire que les gens réfléchissent en sortant. Donc je suis sûr que cette formation décennale va encore effectivement tendre à diminuer le nombre d'accidents en général. Alors vous avez évoqué dans votre propos liminaire la notion de balise qui vous serait collée. Balise Argos. Comment voyez-vous éventuellement justement l'apport de la technologie sur l'aide à la sécurité? Alors, nous ne sommes pas contre la technologie, ce n'est pas le problème. On a un contexte particulier. À certains endroits, ça se passera toujours bien. Je vais prendre ici la grande couronne parisienne. Il suffit de géolocaliser les chasses pour se retrouver avec un comité d'accueil à chaque fois qu'on ressortira avec une carabine, un chien ou quoi que ce soit. Ça, c'est un énorme problème. Je reviens sur ce groupuscule là-bas que vous allez recevoir, qui est quand même assez particulier dans l'entrave à la chasse. Déjà des gens qui recherchent toute la semaine où ça va se passer. Alors si en plus on le met carrément sur Internet maintenant, alors là, ils ont une application dans la poche pour savoir où nous trouvons. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas forcément donc ce type d'outil qu'elle pensait. Mais... Quelque part, c'est un peu ça. C'est effectivement. Non, mais par exemple, l'outil de vérification de l'angle de 30 degrés, par exemple, qui pourrait donc être un outil qui n'existe pas, mais qui pourrait se... Écoutez, l'angle de 30 degrés, on n'a pas besoin de grand outil, vous savez, c'est 5 pas à droite, 3 pas devant. Je veux dire, des gens qui ont envie de vendre des outils, on m'a tout proposé. Hein. Ça coûte 10 €, 50 €, 200 €, 500 €. Il y en a même un qui nous en a proposé un 1500, la carabine vibrée quand vous étiez dans l'angle de 30 degrés. Non, on peut tout imaginer. Enfin, il y a quand même un truc tout simple, et les gens le savent bien maintenant, et ça rentre vraiment dans les mœurs. C'est 5 pas, c'est 3 pas. Vous mettez un jalon, qui est souvent d'ailleurs un bout de bois. Hein. Dans la forêt, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein, et souvent d'ailleurs, on a un petit peu de trucs fluorescents sur nous. On le met au bout du bâton, des choses comme ça, pour ceux qui ne voient pas bien les choses. Je veux dire, on n'a pas besoin de grande technologie dans le fond de la forêt pour marquer les angles de 30 degrés. Et puis ça vient. Et puis, je vais vous dire, monsieur le rapporteur, les angles de 30 degrés, moi je comprends le problème envers les accidents. Vous savez, je fais partie de ces gens qui n'ont pas passé effectivement d'examen pratique. Bon, j'ai beaucoup pratiqué, donc ça va. Mais quand on commence à poser les jalons, et même pour moi,
et qu'on recalcule cet angle de 30 degrés réellement, on est surpris des fois de la petitesse de l'angle et de l'angle qui reste pour tirer. Donc tout ça, c'est du passé. On voit maintenant cette prise de conscience, elle est collective. Moi, je n'ai pas besoin d'acheter un outil à rayon laser pour calculer l'angle de 30 degrés au poste. Je pense que ce serait déraisonnable par rapport, je dirais, à ce que ça va représenter. Réapprenons bien les 5 pas et les 3 pas dans les formations décennales. Faisons répéter ça en cadence dans la salle et on aura beaucoup plus de résultats que toute technologie dans ce domaine. Très bien. En matière donc d'accident, est-ce que votre fédération s'est déjà donc constituée partie civile ou a porté plainte pour accident? Alors, la FNC ne peut pas le faire, puisque c'est la fédération départementale. Voilà. Donc, il y a des commissions, effectivement, de sécurité, mais il y a aussi des commissions de police dans chaque fédération, où les fédérations se réunissent et traitent, effectivement, tous les PV qui ont été mis, voire même... dans des cas exceptionnels, heureusement, un accident, mortel ou non mortel d'ailleurs. Nous, le mot d'ordre est simple, c'est évidemment le parti civil, systématiquement. C'est ce que nous demandons aux fédérations départementales. Sur la prise en charge des victimes et sur la question d'assurance que vous avez évoquée en disant que finalement que l'assurance n'était pas aussi élevée que cela, et si jamais il y avait un risque donc avéré, ça pourrait être le cas. Que pensez-vous de la prise en charge des victimes ou d'ailleurs des familles des victimes? Faut-il améliorer donc cette prise en charge? Dit autrement, est-ce que le champ d'assurance chasse obligatoire doit-il être étendu? Écoutez, je ne vois pas étendu dans quelle direction. Actuellement, vers la prise en charge justement des victimes et familles des victimes. Quand effectivement il y a un accident et qu'une personne qui est assurée, bien sûr elle doit l'être, est assurée et passe au tribunal, vous voyez bien que la justice, ce que demande la justice effectivement à la personne qui a commis un accident, pour prendre l'exemple de mortel, a toujours été couvert par les assurances. Donc je ne vois pas bien quel champ augmenter, puisque ce que les gens demandent devant un tribunal correspond à la loi, et ils l'obtiennent. Donc l'assurance paye. J'ai jamais entendu parler d'une assurance qui refusait de payer quelqu'un qui est assuré, qui avait causé un accident. Tout est réglé. Voilà, en fonction effectivement du cadre de la loi. Donc je ne vois pas trop à quoi nous servirait l'extension d'assurance. Puisque les gens obtiennent au tribunal, à juste titre d'ailleurs, attention, c'est pas du tout à juste titre, ils obtiennent effectivement ce que la justice demande, donc voilà, dans le cadre de la loi, et les assurances payent. Nous n'avons pas, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'un cas de figure où l'assurance a refusé de payer en estimant que le contrat d'assurance était insuffisant par rapport effectivement à ce qu'avait pu décider le tribunal et le juge. Donc c'est que j'imagine que d'un point de vue assurance, tout est couvert correctement quant au dédommagement de la famille d'une victime. Merci. Vous l'avez déjà aussi un peu abordé, mais je souhaiterais que vous répondiez précisément à la question néanmoins, c'est sur les méthodes de chasse. Est-ce qu'il vous semble nécessaire de faire évoluer les méthodes de chasse, ou alors donc, considérer que cette évolution a déjà été faite et que les choses sont aujourd'hui stabilisées? Qu'est-ce que vous entendez par méthode de chasse? C'est un peu vague, méthode de chasse. Et puis même dans l'organisation de la battue, la forme de la battue. C'est ça, vraiment dans la pratique alors. Oui, plutôt. Dans la pratique, bien sûr. Écoutez, à part le côté sécuritaire qui est extrêmement cadré, après je vais vous dire, il faut bien imaginer que soyons prudents sur les grandes lois, effectivement, générales. C'est pas une question de loi, là c'est vraiment une appréciation que je vous demande, dans le sens où on évoque que les accidents sont plutôt dans les battues. Donc, est-ce que ces battues sont... ils sont dans les battues naturellement parce que c'est la battue qu'on est obligé de pratiquer le plus pour prélever les grands animaux, pour tuer les grands animaux. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a un petit peu d'approche qui d'ailleurs se vulgarise de plus en plus, c'est vrai, mais... entre guillemets, excusez-moi, dans la rentabilité par rapport à ce que nous demande l'État, le monde agricole, les préfets, et j'en passe et des meilleurs, c'est largement insuffisant. On ne peut pas faire quelque part évoluer le principe même de la battue. La battue permet effectivement de chasser au mieux les grands animaux, même si quelques prélèvements parallèles sont toujours importants, ce que nous faisons dans beaucoup de départements. L'approche, l'affût,
voire même le tir de nuit dans certains cas et dans certains départements aujourd'hui qui sont déjà mis en place. Bon, qui demandent d'ailleurs quand même des formations. Tout le monde ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, moi, je pense que le système même de la battue, c'est pas pour rien que c'est le même système dans le monde entier. Pour tirer des sangliers à la chasse, pour les trouver avec des chiens, et pour enfermer un carré correctement, et pour en tirer, entre guillemets, le plus possible, quand on nous le demande, je vois pas comment faire autrement qu'utiliser la battue. Même si... Alors, ne nous trompons pas non plus. Elle représente un nombre d'accidents parce que c'est la pratique de chasse la plus répandue, et de façon plus que majoritaire. Je sais pas, on n'a pas ce détail d'ailleurs, mais votre question me donne une idée, et je regarderai. Quel est le pourcentage d'animaux prélevés en dehors de la battue? Il doit être extrêmement faible. C'est moins de 5%, peut-être 2, peut-être 1, peut-être 3%. C'est de cet ordre-là. Donc je le redis, à part utiliser le système de la battue grand gibier, je ne vois pas bien comment on va faire autrement pour, effectivement, équilibrer les populations de grands animaux. Même pour le petit gibier, c'est pareil d'ailleurs. C'est ce que nous faisons souvent. Alors, notre volet, vous l'avez évoqué, ce sont les relations avec les non-chasseurs et avec les autres utilisateurs de la nature. Vous avez cité plusieurs chartes signées par votre fédération avec d'autres fédérations. Quel bilan pouvez-vous faire de ces chartes ou de ces signatures? Vous avez aussi en partie répondu, mais je me permets de reposer la question sur la généralisation des applications de signalement, localisation des battues. Il y a une question également, je les groupe parce qu'elles se ressemblent, elles sont sur le même thème. Une question sur les distances de sécurité autour des bâtiments, qui est un sujet qui revient souvent, mais aussi sur les zones touristiques qui sont fréquentées, où la chasse pourrait être limitée ou interdite. Et puis enfin, dans cette série de questions qui regroupent le thème des relations avec les non-chasseurs, c'est la question du jour sans chasse, uniforme ou pas sur le territoire national. Quel est votre avis? Même si je crois avoir perçu déjà... Oui, évidemment. On va commencer par le jour sans chasse, monsieur le rapporteur. Vous savez, moi... J'ai du mal à comprendre qu'on puisse disposer du bien d'autrui pour expliquer un moment qu'il y aura des journées d'interdiction d'une pratique légale sur son propre bien. C'est le droit de propriété. Alors vous savez, le partage de la nature, comme certains le veulent, et le répètent à corps et à cri d'ailleurs, c'est possible et c'est déjà le cas. C'est le domaine public. Dans une forêt domaniale, on ne chasse pas tous les jours. Ces jours sont indiqués préalablement, sont consultables sur le site de l'ONF. S'il n'est pas toujours mis à jour, c'est de sa faute, mais normalement c'est le cas. Et c'est même indiqué à chaque entrée de chemin, enfin de route carrossable dans la forêt. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de problème puisque tout le monde sait quand vont se passer ces journées, qui occupent d'ailleurs un temps très faible par rapport aux possibilités qui sont données. Je vous rappelle quand même déjà la chasse se passe en hiver ou en automne. Donc à un moment où théoriquement le temps est moins beau. D'ailleurs il y a pas mal de journées où on ne voit jamais grand monde, vu qu'on est sous la pluie ou dans le froid. Mais néanmoins on croise quelqu'un, et si on croise quelqu'un, même dans cette semaine-là, l'ONF fait très attention, et là c'est le domaine de l'État, c'est quelque part le vôtre, mesdames et messieurs. Les choses sont parfaitement cadrées, c'est-à-dire il y a des jours de données pour la chasse. En fonction du positionnement géographique d'une forêt, il peut y avoir exclusion du week-end et du mercredi parce qu'on est sur une forêt périurbaine, ce que tout le monde comprend parfaitement, y compris le monde de la chasse, parce que de toute façon on n'a aucun intérêt à se retrouver à chasser au milieu du monde, ce serait ridicule, et puis personne ne serait à l'aise, nous les premiers, donc il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc les choses sont déjà bien établies. Après on rentre dans le domaine privé. Vous êtes chez vous, vous chassez chez vous, c'est votre propriété. Comment on arrivait à dire qu'à un moment, pendant une journée, vous n'allez pas pouvoir effectivement pratiquer votre chasse parce que des gens seraient susceptibles d'entrer chez vous dans votre domaine privé? On a peut-être une partie des réponses à l'engrillagement en France. Malheureusement, que je ne partage pas, mais que je comprends effectivement quand on parle de cette journée de non-chasse. Voilà. Par contre, dans le début de vos questions, les chasseurs ne peuvent pas rester, je dirais, à côté d'une réalité. Les gens entrent dans la nature, plus qu'il y a 2 ans, plus qu'il y a 5 ans, plus qu'il y a 10 ans, et 1000 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc,
Qu'on soit dans le domaine privé, je l'entends. Que ce soit le droit de propriété qui doit primer, je l'entends. Mais aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Donc moi, je pense qu'il faut partir du principe, comme on le fait à travers ces associations, ces grandes fédérations, que le plus important, c'est d'abord un dialogue de terrain. Voilà. On n'a jamais interdit quelqu'un de traverser un bois quand on chassait. On ne se serait même pas posé la question il y a 10 ans. Et quand on se croisait, on se disait bonjour, on demandait si ils avaient trouvé des champignons, et eux nous demandaient ce qu'on avait trouvé à la chasse. Et c'était aussi simple que ça. Tout ça a beaucoup changé. Les réseaux sociaux ont fait un mal considérable dans ces relations humaines qu'on peut avoir sur les territoires ruraux. Moi, je pense qu'il faut qu'on accélère, nous, de notre côté, sur plus de communication, effectivement, avec les usagers de la nature, qui sont des gens locaux. Donc, tout à fait conscient que le partage s'opère dans le domaine public, et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas, bien que nous soyons les seuls à payer pour y chasser, je tiens aussi à le rappeler, c'est sûrement grâce à nous, à notre présence qui parfois est mal comprise, qu'il y a des aussi beaux chemins qui traversent nos forêts domaniales, parce que vous savez que la chasse est 4 à 5 fois plus rentable pour l'ONF que le prix effectivement de bois nivelé sur la période de la vie d'un arbre, qui représente plutôt une vingtaine d'euros de l'hectare. Donc la chasse représente beaucoup plus, mais c'est pas gênant, ça nous pose pas de problème. Mais par contre, en venir effectivement à entrer sur la notion de propriété privée et remettre ça en cause, c'est très difficile à accepter en ce qui me concerne. Je ne comprends pas la démarche. Voilà, la nature n'est pas à tout le monde, nous sommes prêts à la partager, de là à se faire imposer un jour de non-chasse, non. Moi, je préfère qu'on travaille la communication, l'échange, comme on le fait toujours, et c'est vers ça. C'est pas sur un nouvel interdit qu'on réglera les problèmes. Ça, je suis sûr que ça aura un effet dévastateur au niveau des territoires, et il y a des gens qui finiront par tout fermer, ou barricader, ou je ne sais quoi, ou mettre des gens dehors, ou voilà, et ça, c'est pas une bonne chose. Ne mettons pas plus de haine et de violence qu'il peut y en avoir à travers les réseaux sociaux qui rebondissent aujourd'hui sur les territoires ruraux. Hein ? Sur le bilan des chartes. Pardon ? Les chartes. Oui. C'est vraiment le dialogue. On discute d'une déclinaison nationale. On ne se connaissait pas du tout quand même. On s'est retrouvés, on s'est rassemblés. C'était pas facile. Il y avait des tensions. Il y avait beaucoup de tensions. Les vététistes, les chasseurs, tout ça, ça se regarde un petit peu en chien de fusil. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on se croise, que les uns en veulent aux autres, enfin voilà, parce qu'on vit tous dans cette pression maintenant médiatique qui est très forte contre la chasse, et certains politiques en sont largement responsables, encore pour cette présidentielle d'ailleurs, il faut savoir le dire. Donc on a dit on va plutôt discuter, tout le monde est venu, ce qui est quand même extraordinaire, et tout le monde a eu la sagesse, en oubliant tous ces préjugés qu'on peut avoir contre la chasse, et pourtant Dieu sait c'est facile d'en trouver. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision, la radio ou les réseaux sociaux. Et on s'est mis à discuter. Moi, je veux que la chasse soit m'expliquée. Si on a fait une erreur, monsieur le rapporteur, on l'a fait il y a des années. C'est qu'on s'est replié sur nous-mêmes et qu'on n'a pas expliqué ce qu'on faisait. Parce qu'à un moment, on s'est dit, on va arrêter de parler aux autres. Ça, c'était une erreur. S'il y a une chose qu'on doit réparer, c'est dans la communication. Parce que la chasse, dans le fond, c'est pas dangereux. Oui, il y a des accidents dramatiques des fois, et je le regretterai toujours, mais au vu de d'autres pratiques, c'est beaucoup moins dangereux que d'autres pratiques. Voilà. Il y a dans le fond peu de gens qui perdent la vie, à part nous-mêmes de temps en temps, je vous l'accorde aussi. Mais moi, je crois en la communication, je crois en ce dialogue national, cette alliance de la nature qui s'est créée, ces échanges, ne serait-ce que créer un premier panneau, compris et partagé par tout le monde, qu'on a discuté ensemble dans ses couleurs, dans sa façon effectivement de se présenter, dans le QR code qu'il y a dessus, et expliquer qu'à tout randonneur. Quand on a imaginé, alors je suis désolé de prendre un peu de temps là-dessus, mais c'est important, quand on a imaginé ce panneau, que voilà d'ailleurs, mais quand on a imaginé ce panneau, on a posé un peu de questions aux autres associations. Pour ceux qui sont chasseurs dans la salle, vous allez comprendre. Quand quelqu'un n'est pas chasseur et qu'il arrive près d'un carré chassé, nous, on est ventre au bois, ce qu'on appelle effectivement ventre au bois, pour tirer justement à l'extérieur de ce carré. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il pense que comme on touche le bois d'un côté, c'est de ce côté-là qu'on tire. Première erreur magistrale, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Donc c'est vraiment dans la communication de la pratique. Et c'est pas parce qu'on est sur un endroit, on voit le panneau, on sait aussi qu'à ce moment-là, on a plein d'autres endroits dans la forêt ou dans les champs qui ne sont pas chassés. Là aussi, c'est de la discussion. Alors, je le disais dans mes propos liminaires, on a des gens aussi qui ne sont pas dans le monde associatif. Et nous, on prône aujourd'hui une communication directement au niveau communal. C'est pas un problème de signifier les jours où on va chasser à la société de chasse locale
et faire le tour des 80 dernières boîtes aux lettres qui restent dans ce petit village rural de France pour expliquer que tel jour et tel jour et tel jour on sera à la chasse, c'est pas un problème. Et moi je prône ça aujourd'hui au niveau des fédérations. On doit mieux communiquer ensemble sur les territoires. C'est vers ça qu'on va effectivement tendre avec les non-usagers, avec les autres usagers de la nature, vers le zéro accident. Voilà. Et cette compréhension, et surtout enlever cette détestation qui se met en place et qui est attisée par des gens qui ont tout intérêt effectivement à faire disparaître la chasse. Voilà. Donc on sert effectivement d'un accident, de ce genre de choses, pour avoir des grandes idées lumineuses. Mais c'est pas avec ça qu'on réglera le problème. Donc communication de terrain, c'est vraiment la première chose qu'il faut mettre en place. Échanger avec les gens des communes, échanger avec les gens qui pratiquent sur un même territoire. De toute façon, si la chasse devait un jour être retirée de son activité le week-end ou les vacances, comme je l'entends dans certains programmes présidentiels, je pense qu'après la chasse, ce sera autre chose. La détestation du chasseur s'arrêtera peut-être. On aura la détestation du vététiste, on aura la détestation du cavalier, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui devient... Voilà. Je pense que l'intolérance aujourd'hui est tellement forte qu'on en oublie l'essentiel et qu'on oublie de regarder que simplement nous avons fait diminuer les accidents d'une façon incroyable et qu'on va continuer à le faire encore, et on a tous les outils pour le faire dans nos mains. Très bien, merci. Juste avant de passer la parole à mes collègues qui ont quelques questions à vous poser, sur les jours de chasse, sur les jours non chassés dans les fédérations, est-ce que vous avez un état des lieux par fédération? Parce que dans toutes les fédérations, il y a des jours non chassés dans la semaine. Dans l'Aisne, c'est le lundi ou... Non, c'est pas le lundi, on y est allé le lundi. C'est le mardi, vendredi. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un autre jour. Dans l'Ain aussi, oui. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un autre jour. Ça peut être le lundi et le jeudi. Voilà. Est-ce que vous avez un état des lieux? Parce que c'est vrai que dans tous les départements, il y a des jours non chassés dans la semaine. Mais ce n'est pas pareil d'un département à un autre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être à creuser l'idée d'une harmonisation d'un jour de chasse? Voilà, c'est une idée sans que ce soit forcément le samedi ou le dimanche. Voilà. Après, tout dépend du gibier, je pense aussi. Tout dépend aussi des pratiques de chasse sur les départements. Chaque département est différent. Bon, ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez cet état des lieux sur... par fédération, quel jour de chasse, quel jour ils ne chassent pas? Alors, pardon, Madame le Président, je voyais que vous aviez terminé. Il y a moins de 10 fédérations qui ont un jour de non-chasse en France, qui est plutôt historique d'ailleurs souvent, qui correspond à quelque chose. Bon, je dirais de façon officielle. Officieusement, le nombre de jours de chasse est extrêmement faible. Donc ne l'oublions jamais. Les chasseurs pratiquent en moyenne 20 fois par an. Il y a 365 jours dans une année. Je prends l'exemple d'ailleurs, parce qu'on ramène les problèmes à des territoires dans le fond qui sont très minoritaires. Où chassent les gens de façon générale? Dans les villages, sans jamais perdre l'église de vue. C'est souvent comme ça qu'on définit les choses. Dans le village, les gens ils savent que c'est la chasse le dimanche. Et que les premiers dimanches, jusqu'à ce qu'on approche de Noël, souvent vers le 15 décembre, et puis après il n'y a plus de chasse. C'est ça, c'est des chasses des villages. Et c'est quand même, entre nous, 80% des territoires chassés. C'est quand même comme ça que ça se passe. Donc naturellement, il y a déjà 6 jours où c'est pas chassé. Naturellement. Après, on rentre sur la propriété privée, on l'a déjà évoqué. En domanial, c'est cadré, vous le savez. Après, effectivement, on rentre sur la propriété privée, où là, c'est vrai, il peut y avoir des gens qui chassent chez eux un autre jour que le dimanche. Alors, c'est compliqué d'entrer sur un jour de non-chasse. D'abord parce que tout le monde va vouloir le même. Ceux qui chassent et ceux qui ne chassent pas. Parce que quand vous êtes occupé toute votre semaine dans le travail, évidemment, c'est le week-end que vous voulez conserver pour aller à la chasse, le dimanche en priorité, et sûrement des fois le samedi. Mais les autres, ils vont dire à quoi ça sert de nous mettre le mardi? De toute façon, ce jour-là, on ne peut pas y aller, parce que nous aussi, on travaille. Donc, je reviens à ce que je disais avant, le jour de non-chasse ne réglera pas, hormis attiser probablement beaucoup de violence entre les gens au niveau local, mais par contre, mieux informer quand la chasse se pratique sur le territoire communal, dans le cas où il y a des gens qui ne le sauraient pas, rassurez-vous, dans 95% des communes de France, tout le monde sait le jour où la chasse a lieu, c'est à la CA, c'est à la société de chasse du village. Après, il reste la problématique des territoires privés. Nous avons justement travaillé tout de suite ces panneaux avec les autres usagers de la nature pour justement pallier cette partie-là. Domanial, c'est cadré, on le sait. Si on veut le savoir, on le sait tout de suite en domanial. Le village, si on y habite, on sait très bien quand est-ce que ça chasse et où ça chasse.
Il reste ensuite les territoires privés. On a fait un panneau avec les autres usagers de la nature. Voilà, là aussi, même si on n'a pas regardé avant, même si on ne connaît pas tout, quand on arrive et qu'on voit chasse en cours, écoutez, la commune elle est grande, on peut aller faire un petit tour un tout petit peu plus loin, c'est pas dramatique. Les arbres sont aussi verts et il y a aussi des petits ruisseaux et c'est aussi joli, il y a des oiseaux. Voilà, je pense qu'avec ces outils-là, avec une communication forte au niveau local, on doit pouvoir aujourd'hui continuer à vivre sans prendre une interdiction qui serait quand même très difficilement acceptable et particulièrement choquante. Surtout qu'on reparle quand même de la propriété privée. Marie Mercier avait demandé la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président de vos propos très éclairés. On sent que vous avez effectivement envie de sécuriser la chasse tout comme nous. Alors, je voudrais juste vous demander un conseil. Je suis sénateur de Saône-et-Loire, un endroit où il y a beaucoup de vignes, beaucoup de champs. Le dimanche matin, comme tous mes collègues élus, je prends ma petite auto pour aller à différentes manifestations. Et sur une départementale, très très passante, de chaque côté, il y a ces magnifiques panneaux que vous avez montrés à tout le monde. Attention, chasse en cours. Donc moi, je suis dans ma petite auto. Je fais quoi? J'accélère pour m'en aller vite de cet endroit. Je vais tout doucement parce que peut-être un chasseur va traverser ou un gros animal. Ou alors, est-ce qu'un chasseur va me prendre pour cible? En fait, si je comprends l'intérêt de ces panneaux dans les champs, dans les bois, dans les forêts, je ne comprends pas bien le long d'une départementale. Alors, Madame la sénatrice, la prochaine fois, je vous propose de vous arrêter et de flasher le QR code. Vous aurez tout le renseignement. Évidemment, on ne va pas faire comme ça. J'ai compris que vous étiez en voiture. On met ça parce qu'on est dans une zone ou à proximité d'une zone de chasse. Alors, dans le cas d'une route, c'est surtout pour faire ralentir les gens, pas pour une question de tir de carabine, parce qu'on déplace des grands animaux. Un sanglier, une compagnie de sangliers qui est levée peut faire plusieurs kilomètres, effectivement, après avoir été tiré. Et souvent, ils courent vite, on vient de les chasser. Donc c'est surtout pour dire aux automobilistes, ralentissez, dans cette zone, vous pouvez avoir des animaux qui fuient et qui traversent brutalement la route. Voilà. Ça fait aussi partie des communications qu'on a autour de ce panneau. Rassurez-vous, c'est en aucun cas pour vous dire d'accélérer parce qu'on va bientôt tirer. Heureusement d'ailleurs. Non, c'est pas ça du tout, Madame la sénatrice. Mais on rentre dans une zone, on ralentit. Et aussi pour une autre chose, souvent aussi, pour nos chiens. Parce que si les animaux fuient, les chiens les suivent aussi des fois. Et on a des chiens qui peuvent se déplacer sur plusieurs centaines de mètres, voire 1 kilomètre ou 2 à la poursuite d'animaux et le temps qu'on les récupère. Donc on rentre dans une zone sensible où on doit plutôt décélérer, voilà, et faire attention de ne pas voir arriver un sanglier ou quelques chiens qui traversent la route. Voilà. Madame la sénatrice, je crois qu'il y a peut-être un élément qui est révélateur dans votre propos, c'est quand même on a un vrai déficit de communication à l'égard de gens qui n'ont plus de culture rurale, qui n'ont plus ni de frères, ni de sœurs, ni de parents à la culture. Et là, je pense qu'on a commis une erreur pendant trop longtemps. On a pensé qu'on parlait entre nous, parce qu'on a des enjeux de sécurité et qu'il faut qu'on se cadre, mais on n'a pas parlé aux autres. On n'a pas assez parlé aux autres. Et la preuve, c'est que le panneau, c'est une bonne chose, mais vous vous dites, ça veut dire quoi? C'est comme lorsque vous trouviez un panneau, danger, tir à balle, qui était planté sur un arbre qui restait du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'on chassait 4 mois par an. Tout d'un coup, vous vous dites, mais moi je me promène au mois de juillet, mais c'est dangereux. Et en plus, danger, tir à balle, vous pouvez imaginer que c'est pas drôle. Donc, je crois qu'on a un vrai sujet, c'est ce que disait Willy Schran, on a un vrai sujet d'information avec l'ensemble des habitants. Il faut être honnête, il y a une psychose d'un certain nombre de gens qui ne connaissent pas la chasse et qui vivent à la campagne ou en périurbain ou qui vont de la ville à la campagne pour consommer la nature. Et s'ils voient des panneaux qui leur paraissent étranges, ils vont avoir, à la limite, ça va plus les inquiéter que les rassurer. Donc je crois qu'on a un vrai travail à faire parce que autant sur les accidents, il y a plutôt une très bonne maîtrise, autant sur la peur d'aller se promener dans la nature, on est encore sur un vrai sujet. Et comme le Covid a démontré qu'on avait beaucoup plus de gens qui voulaient aller dans la nature, mais qui n'ont pas de culture. Alors, comme on l'a dit, les fédérations, elles forment leurs licenciés, elles leur donnent des consignes, ils reçoivent un bulletin. Mais le Kidam, et qui est totalement légitime, autant légitime qu'un autre, n'a pas d'information. On doit avoir une communication dans les communes, dans toutes les maisons de France, qui paraît indispensable pour expliquer la chasse. C'est ce que dit souvent Willy Schran, c'est que la chasse,
elle a un déficit d'explication. Parce qu'on ne chasse pas beaucoup, on ne chasse pas tous les jours. C'est pas vrai. Il y a énormément de choses qu'on ne fait pas, alors qu'on nous le raconte partout sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens, on le voit bien quand on fait les enquêtes, 50% des gens disent « j'aime pas la chasse parce que je la connais pas, sitôt que je la connais, je l'aime bien ». Même s'ils ne la pratiqueront pas et qu'ils ne comprennent rien des règles qu'on se fixe. Donc on a un énorme travail d'information du grand public, mais une information de proximité, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'un département à l'autre, le monde change. Les pratiques changent. À la montagne, on fait des battues, mais c'est dans des très grandes surfaces, alors que dans des zones plutôt de plaine, on fait des battues dans des toutes petites surfaces. Donc les choses sont différentes. Et on n'a pas les mêmes chemins communaux ou les chemins de randonnée. Donc il faut expliquer les choses. Et là, c'est le travail. Je suis secrétaire général de l'Alliance des sports et loisirs de la nature. On a réuni tous les utilisateurs de la nature parce qu'ils considèrent eux aussi qu'une vraie information, y compris dans tous les centres équestres, quand on va aller se balader, il faut qu'on fasse, nous, un effort énorme d'information qui n'est pas de la propagande, qui est juste de l'explication de texte, comment on utilise la nature, dans quelles conditions. Mais hélas, c'est à l'échelle proche, puisque vous avez fait la remarque sur les schémas, il faut se ramener à la réalité du quotidien. Et ça, la Fédération nationale peut donner des consignes, mais il faut une réalité du quotidien. Et on a un gros travail sur ce sujet parce qu'on aura gagné la vraie bataille. Sur la sécurité, je crois qu'on est en train de la gagner, mais sur la crainte d'aller se promener dans la nature, c'est là où on n'a pas gagné et c'est là où on doit travailler. Par contre, effectivement, le tir non fichant, c'est ce qui menace directement, on va dire, les non-chasseurs. Hein, on a ce cas de ce décès d'un automobiliste, là, en automne 2021, qui est vraiment le cas flagrant d'une mauvaise utilisation. Alors pour revenir à cette affaire, n'oublions pas que la personne avait un poste attribué, qui s'en est déplacé de 200 mètres. S'il était resté à ce poste, il fichait ses balles. Donc là, on a quelqu'un qui effectivement commet une erreur majeure. Mais il n'y a rien à rattraper là-dessus. D'ailleurs, peut-être je reviens quand même sur la peur du gendarme. Et peut-être aussi sur un durcissement peut-être de la justice. Quand on se rend responsable d'autant d'erreurs qui se suivent, et qui amène à la mort d'une personne qui conduit une voiture, c'est pas la chasse le problème dans ces cas-là. C'est la personne qui fait ces erreurs-là. Et là, peut-être qu'il faut qu'on gradue beaucoup plus, effectivement, les choses. Parce que, là, je veux dire, vous pouvez être chef de battue, vous pouvez mettre quelqu'un à ce poste, il a cet enseignement, il sait ce qu'il doit faire, il connaît ses angles, il sait où il faut tirer, pas tirer, quand tirer, pas tirer, et il brave tout ça. Parce qu'à un moment, peut-être qu'il a senti que rien ne pouvait lui arriver, ou qu'il pouvait se permettre de se déplacer. Voilà. Par contre, si les règles sont bien appliquées, si on a des moyens de police suffisants, de dire ben voilà, on sait que toute personne qui va tirer une balle sur une plaine à 250 mètres après un chevreuil, ben vous avez quand même 9 chances sur 10 de voir cette balle continuer sur 3 km. C'est ça le problème. Donc là, il va falloir... Là, je le redis, hein, parce que je pense vraiment... Je sais les efforts qu'on fait, je sais comment est ressenti aujourd'hui le manque de police. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que je crains qu'à un moment, il y ait une forme de laxisme avec ça, qui se développe. Voilà. Même si on a conscience du danger, voilà, même si on sait que rouler très vite avec un véhicule, c'est beaucoup plus dangereux si on a un accident, ben là, c'est pareil. Voilà, de ne pas respecter les règles de sécurité basiques. Donc, l'enjeu financier est colossal. Colossal. Par contre, effectivement, nous, on prône le tir fichant. Voilà. Et quand une balle n'est pas fichante, on doit avoir des moyens. D'ailleurs, ce qu'on n'avait pas tout à fait jusque-là, mais qu'on développe à travers maintenant cette commission sécurité qui peut exister dans les fédérations, vous avez des gens qui sont coutumiers d'un tir lointain ou qui ont mis peut-être là en danger la vie d'autrui à travers un tir. Moi, j'invite effectivement à tous ceux qui organisent des battues à dénoncer ce genre de pratique. On saura faire. Quelqu'un qui tire sur un animal en crête à 300 mètres, pour moi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de tenir une arme dans ses mains. Donc donnez-nous peut-être aussi quelques moyens supplémentaires pour être plus punitifs en interne de nos pratiques. Et c'est quelque chose de très très important aussi pour nous. Hein. Monsieur le Président. Oui, pardon, Monsieur le rapporteur. Non, je vous en prie. Deux questions complémentaires. Vous évoquez effectivement l'erreur par rapport à un déplacement oui. de son poste, l'erreur par rapport aux 30 degrés, etc. Mais... et vous faisiez cette comparaison avec quelqu'un qui roule à 150 km/h.
celui qui roule à 150 km/h, il a en face de lui le code de la route. Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui se déplace de son poste, on peut lui imposer le code de la chasse? Non. Ça, c'est vraiment une question fondamentale, vous l'avez compris. Et je me permets, parce que je vais devoir, moi, vous quitter absolument à 19h30 précise, parce que j'ai un autre engagement. J'en suis vraiment désolé, je m'en excuse par avance, si jamais on n'a pas fini. Vous parliez des moyens de police. Et c'est une question que vous avez donc évoquée à plusieurs reprises. Selon vous, faut-il justement renforcer je crois savoir votre réponse, mais faut-il renforcer les pouvoirs des agents assermentés des fédérations pour justement pouvoir jouer un rôle supplémentaire en matière de police? C'est obligatoire parce que tout repose là-dessus. On reprend cet exemple dramatique qui vraiment est très récent puisqu'il date de l'automne. Même le président de la chasse, qu'est-ce qu'il peut faire contre quelqu'un qui n'aurait pas respecté? Il peut l'exclure, je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est facile, il peut l'exclure. Du coup, tu rentres chez toi, je ne veux plus te voir. Bon, c'est pas toujours facile non plus. Il y a des liens, c'est un vieux copain, et peut-être que c'est la première fois qu'il fait une bêtise. Bon, néanmoins, si on avait une police à la hauteur de l'enjeu, et qu'on puisse contrôler ce genre de choses, parce que là, c'est pas qu'on puisse pas mettre de PV, c'est qu'il faut-il encore avoir les gens pour le faire. C'est ça le problème. L'OFB que je respecte beaucoup, et tout le monde connaît le travail de Pierre Dubreuil à la tête de cet office, bon, a tellement d'autres choses à faire que cette petite main de la police de proximité, aujourd'hui, n'est plus assurée. Alors nous sommes quelques fédérations à le faire, c'est vrai. J'en fais partie d'ailleurs, moi, dans mon Pas-de-Calais. J'ai quand même plus d'une quinzaine de personnes qui font de la police de la chasse en permanence. Bon, j'ai pas trop d'accidents, peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Je touche du bois de ne pas en avoir un demain, on est à l'abri de rien. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de présidents de fédérations qui me disent, moi, j'ai pas de police parce que je suis pris dans des dégâts, ce que moi, je n'ai pas, effectivement, ou très peu dans le Pas-de-Calais, où mon budget passe à payer des dégâts de sanglier à longueur d'année. J'ai plus de moyens de faire autre chose que payer des dégâts à longueur d'année de sanglier. Donc, s'il y avait quelques agents de développement au moment, eh ben, j'ai dû effectivement me résoudre à autre chose parce que j'ai plus de moyens financiers. Donc, je pense vraiment que là, ce côté police, alors, je l'avais dit dans les propos liminaires, que vous nous avez partiellement enlevé au Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs. Bon, peut-être d'ailleurs, je pense en n'imaginant pas qu'on aurait une portée aussi dure, oui. Enfin, bon, je sais pas vous, c'était vous non plus personnellement, mais voilà, ça a été enlevé au Sénat et c'est dommage. Parce qu'on a d'ailleurs beaucoup moins de possibilités de police qu'avant. Puisque c'est même pire que ça pour nos agents aujourd'hui, il faut quand même le savoir, pour ceux qui ne le savent pas. Pour qu'on puisse aller verbaliser quelqu'un sur un territoire, il faut avoir l'autorisation de cette personne sur son propre territoire. Vous imaginez que ça devient quand même compliqué. Bon, est-ce que je peux venir vous verbaliser? Si c'est non, c'est non. Vous n'y allez pas. Donc un vrai problème de police. Et par rapport au code? Par rapport au code, on peut effectivement verbaliser. Sauf qu'on n'a pas les personnes pour le faire aujourd'hui. Vous pouvez considérer que quelqu'un quitte son poste? On peut considérer, on peut considérer, par exemple, le tir en dehors de l'angle de 30 degrés. Quelqu'un qui tire un sanglier à 15 degrés, comme ça. D'ailleurs, il y a un PV qui a été mis il y a quelques jours dans le Nord, à côté de chez moi, sur simplement un constat visuel, parce qu'ils ont des agents de fédération qui peuvent être en permanence sur le terrain. Un PV a été mis parce que la personne a tiré un sanglier et que les agents le voient faire, ils arrivent à contrôler la battue, dans un angle de moins de 30 degrés. Eh bien, ils ont dressé procès verbal. Cette personne ira probablement à la commission de sécurité. Moi, je le demanderai. Et que cette personne ait une suspension de permis suffisamment significative pour qu'il prenne conscience de son acte. C'est toujours pareil. Une fois qu'on n'a plus personne sur les territoires pour le contrôle, comment voulez-vous d'abord que les gens aient peur, et en plus, comment voulez-vous qu'on verbalise, puisqu'il n'y a personne? On a tellement peu de gens à disposition là-dedans. Et on nous a enlevé toute une partie de la police, parce que pour aller sur ce territoire, il faut avoir l'autorisation en plus maintenant. On ne peut même pas appliquer le schéma de gestion départementale synergétique. On ne peut même plus le faire avec nos fédérations. C'est dramatique, quand même, cette situation. Daniel Salmon, dernier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, dans votre propos introductif, vous avez employé beaucoup le mot ennemi. Sachez qu'ici, dans cette mission d'information, on n'a pas d'ennemis. En face de nous, on n'a que des citoyens. On les écoute tous dans leur diversité, parce qu'on recherche un peu la même chose que vous, ce que vous disiez plutôt vers la fin de votre propos, c'est qu'on cherche à avoir une société plus apaisée, une société qui se comprenne, et avec des gens qui se respectent. Donc,
Il n'y a pas de dogmatisme ni quoi que ce soit. Donc, notre mission, c'est de chercher davantage de sûreté. Alors, effectivement, on peut se satisfaire que les chiffres montrent qu'il y a une amélioration qui est nette depuis quelques dizaines d'années. Mais il nous semble légitime, nous en tant que parlementaires, de nous poser la question également comment faire pour aller encore un peu plus loin. Donc on n'est pas du tout, nous semble-t-il, illégitime pour faire ce travail-là. Alors je voudrais simplement revenir sur un fait, puisque je suis d'Ille-et-Vilaine, sénateur d'Ille-et-Vilaine, et donc à l'endroit où il y a eu ce décès sur la 4 voies. Mais je ne sais pas de celui-là que je vais vous parler. Je vais vous parler d'un autre fait qui s'est passé à quelques kilomètres de là, à Chanteloup. J'ai rencontré un chasseur qui a une pratique de chasse depuis une trentaine d'années et qui a eu une balle qui a atterri dans la chambre de sa fille. Et ce chasseur, je l'ai trouvé très amer. Quelque part, le mot qui lui revenait souvent, c'était dégoûté. Un chasseur blessé, mais blessé pas physiquement, mais dans son âme de chasseur, parce qu'il n'a pas été du tout considéré par la fédération de chasse. Je pense qu'on parlait de dialogue tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir aussi du dialogue entre les chasseurs, parce que je vais vous lire ce qui lui a été le courrier qu'il a reçu. Je vous lis juste un morceau. Il y a quand même une balle qui traverse le toit, qui éclate la charpente et qui atterrit près du lit de sa fille. Heureusement, elle était pas là. En cas de faute aux règles élémentaires de sécurité, nous nous réservons la possibilité de prendre des mesures à l'égard de ces chasses au vu de vos déclarations, restant à votre disposition. Ça fait plusieurs mois, personne n'est venu le voir. Rien. Et de victime, il est passé presque en accusation parce que la fédération de chasse a communiqué son nom, et donc la personne d'où venait, où était l'abattu, le propriétaire lui a envoyé une lettre assez, je ne veux pas dire menaçante, mais il le menace de porter plainte contre lui. Donc lui, purement victime, se retrouve menacé. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais il y a aussi du dialogue à avoir, parce qu'il y a un sentiment de trahison. Et je pense que, j'en viens à une autre partie de mon propos, je pense que la famille des chasseurs, c'est un peu une famille, et qu'il y a certainement des choses qui ne sortent pas non plus de cette famille. Et il faut que les différents faits puissent s'exprimer, et je pense que également vous parliez de pouvoir faire un contrôle par des agents assermentés. Je pense qu'il faut vraiment avoir des gens qui viennent de l'extérieur aussi. Alors peut-être qu'ils viendraient du monde de la chasse, mais pas des proches. Parce que vous l'avez dit vous-même, si vous chassez avec votre copain depuis 30 ans, ça ne va pas être facile pour vous de porter un acte de retrait. Donc une sanction. Donc je pense que vraiment là, il faut avoir cette vision-là pour avoir la distance nécessaire pour pouvoir sanctionner. Dernière chose, je reviens à ces deux accidents qui sont passés presque au même endroit. À chaque fois, le tireur était sur un point haut. Et avec une carabine, chaque fois, des balles qui ont fait 800, 900, 1000 mètres, qui ont traversé d'ailleurs plusieurs haies. Effectivement, pas de chance, ils n'ont pas pris de branche. Voilà, alors je m'interroge sur ce positionnement. On parle de tir fichant. Quand on est sur un point haut, avoir un tir fichant, c'est pas facile, c'est très compliqué, à moins d'avoir un super mirador. Donc voilà, je pense qu'il y a des règles, effectivement, mais il faut faire en sorte qu'elles soient le mieux respectées possible, même si, on le sait, la perfection n'est pas humaine. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Vous parlez effectivement de ce cas d'Ille-et-Vilaine, dont je n'ai pas entendu parler d'ailleurs personnellement, donc voilà. Mais comme vous me l'avez expliqué très, très, très clairement dans vos propos liminaires, si vous me demandez de ne pas tenir compte effectivement de la présence de certaines associations, effectivement, et que vous êtes en droit de recevoir qui vous voulez, même ceux qui ont plutôt tendance à se promener avec des cagoules et des battes de baseball le jour des chasses en périphérie de la grande couronne parisienne, je vous demanderai de faire pareil pour le cas d'Ille-et-Vilaine, qui est sûrement un cas unique. Ne voyons pas non plus toujours là où les choses ne sont pas bien passées, et peut-être dans
plein d'autres cas où les fédérations ont fait ce qu'elles devaient faire. Et j'espère que c'est comme ça. Mais j'entends et je vérifierai ce cas, monsieur le sénateur. Vous parlez de police de la chasse. J'entends ce que vous me dites. Ça me fait un peu sourire, mais vous oubliez juste quand même que la police de la chasse sont des gens qui ont quand même un agrément de police. On fait pas de favoritisme quand on a un policier. Ce sont des vrais policiers de la nature que nous avons. C'est pas des copains qui revoient des copains à la chasse le dimanche. Ce sont des vrais policiers. D'ailleurs, vous pouvez vérifier dans les fédérations où nous avons un corps de police, comme la mienne. Je peux vous dire qu'il y a une règle qui est mise en place dès le début, que ce soit avec ma police fédérale, avec l'OFB d'ailleurs, c'est que le président s'interdit, comme tout administrateur, et nous signons un papier en ce sens, à demander la moindre clémence en cas de PV qui est instauré. C'est la moindre des choses. Et je peux vous dire que la police fédérale ne fait pas de cadeaux à personne. Et c'est très bien comme ça, et c'est normal. Et ils ont un agrément qui est renouvelé par le préfet. Je peux vous dire que c'est surveillé. Donc, par contre, ils ont cette compétence naturelle de pouvoir œuvrer mieux que personne pour reconnaître effectivement la problématique. C'est pas si facile que ça quand on n'est pas chasseur et qu'on vient de l'extérieur pour bien comprendre à quel moment il y a une faute dans quelque chose. Donc je pense qu'au contraire, il faut faire confiance à ces gens, d'ailleurs qui aujourd'hui sont pour la plupart, n'oublions pas que c'est bien les agents de fédération qui sont rentrés à l'ONCFS avec la police. Donc ils viennent tous de formation fédérale. On ne peut quand même pas dire qu'aujourd'hui, les gens de l'OFB qui font la police sont des gens qui reconnaissent des amis à la chasse et qui ne font pas leur travail. Et pourtant, ils viennent naturellement des fédérations de chasseurs. Avant, effectivement, la loi qui a modifié ça il y a une bonne vingtaine d'années. Pour terminer, j'entends ce que vous dites. Il faut regarder le point haut, le point bas. Normalement, quand on est sur une hauteur et qu'on tire dans un bas-fond, en principe, on fiche sa balle. Bon. Par contre, si vous êtes sur une hauteur et vous tirez sur la hauteur d'en face, alors évidemment, là, et on revient toujours à tout ce qu'on a dit, dans ce cas-là, qu'on ait un peu de moyens, qu'on puisse effectivement donner peur un peu plus aux chasseurs qui ont l'habitude de ce genre de bêtises, les sanctionner plus facilement. Par contre, il y a une chose qui est importante dans ce que vous avez dit dans vos propos juste avant, c'est que moi, je parle aux chasseurs, et Madame la Présidente a bien fait de lire ce que j'avais écrit en 2019. J'incite les gens à dénoncer systématiquement, et je l'ai écrit noir sur blanc, les comportements dangereux. Ça rentre dans les mœurs. Je ne dis pas qu'il y a 20 ans, c'était impossible. À force de le répéter, quand c'est le président national qui le dit, même si c'est ton copain Dédé et que tu es copain avec depuis 30 ans puis que tu as été à l'école avec, eh bien pour le bien de Dédé et tous les autres qui chassent avec lui, il faut savoir à un moment dénoncer effectivement quelque chose. Et ça, j'insiste et je rappelle sans cesse, publiquement, partout où je passe, que c'est parce que c'est un ami justement qu'il faut lui dire. Et savoir le dire à un moment si ça ne va pas. Donc, au contraire, je ne veux pas qu'on cache les choses et je veux pas qu'on tombe effectivement dans une sorte, je dirais, de mauvaise amitié à travers des exactions qui pourraient être faites ou des infidélités au niveau de la chasse. Voilà, pour le bien de tous, il faut passer au-dessus de ça et croyez bien que la police fédérale le fait très très bien, je vous assure. J'en ai oublié une petite parce que je voulais vous pousser un petit peu d'or. N'attendez pas moins de vous, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a parlé de journée sans chasse. Je vois bien que ça ne recueille pas votre assentiment. Alors, allons un petit peu plus loin, parlons de demi-journée sans chasse, je dis au hasard, le dimanche après-midi. Est-ce que... parce que nous sommes dans une société, vous le dites vous-même, une société qui est assez bloquée, une société où il y a de la défiance de tout le monde les uns envers les autres. Il y a un moment, il faut savoir faire aussi, pour être compris, il faut savoir faire un petit pas ou un grand pas. Donc voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est pour vous, c'est niette, rédhibitoire, on n'en veut pas, ou est-ce que, eh bien, il y a toujours des négociations quelque part, donc je ne sais pas. Alors, on ne va quand même pas rentrer dans le marchandage de tapis tous les deux, monsieur le sénateur. Disons 1h30, on tranche. Non. Mais là encore, les temps changent. Mais les temps changent dans la pratique de la chasse aussi. Il y a beaucoup de sociétés de chasse communales aujourd'hui, et vous pourrez le vérifier, j'en parle en connaissance de cause, c'est le cas pour mon village, où nous fermons maintenant la chasse à 14h. Et à 14h, on ne chasse plus. Voilà, et ça se passe très bien. Bon, nous, c'est une chasse de petit gibier, donc voilà, ça pose pas de problème. Là encore, les gens du village le savent, parce qu'on a communiqué, parce qu'on discute avec eux et qu'ils savent qu'à 14 ans on ne chasse plus, ça pose pas de problème. Mais on est sur quelque part les voies publiques de la commune, puisqu'on est dans les champs agricoles. Bon, je reviens toujours sur la notion de propriété privée, qui, à mes yeux, vous l'avez compris, cette notion de propriété privée, je ne peux pas la remettre en cause, parce je trouve choquant de le faire à titre personnel. Par contre, effectivement,
Tout peut se discuter, mais dans ce cas-là, laissons les gens localement régler ce problème. Et je pense que c'est la bonne chose. Il y a des maires quand même. Et au Sénat, on sait ce que ça veut dire, une mairesse ou un maire. Et voilà, et s'il y a effectivement un partage à faire au niveau local, laissons effectivement les maires en discuter avec les usagers de la nature et trouvons... C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, parce qu'il y a des biens communaux qui sont chassés dans plein d'endroits. Et ça se fait toujours déjà par une discussion entre les différents usagers de la nature. Et bien sûr, les chasseurs qui vont chasser. Donc, je pense par exemple au terril. Moi, je suis d'une région minière, le Pas-de-Calais, qui doivent être chassés régulièrement parce qu'ils posent des problèmes où il y a beaucoup de lapins. Des compromis sont trouvés. Un week-end sur 3, des fois un samedi matin, des fois pendant 2 semaines, c'est la semaine et c'est pas le week-end. Tout le monde est au courant et le maire a fait distribuer le papier et ça se passe très bien, sans pour autant prendre de grandes décisions au niveau d'une loi nationale où on va, je pense, mal répondre à une situation sur laquelle je reviens. Je n'ai pas dit au revoir à monsieur le rapporteur, j'allais le citer, pardon, vous le saluerez de ma part, où je crois que le fondamental, monsieur le sénateur, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, la communication au niveau local. C'est là où on va trouver effectivement la possibilité entre chasseurs, non-chasseurs, même les gens qui n'aiment pas la chasse. Si on arrive au niveau des communes à mieux discuter de cette pratique de chasse, voilà, on va de toute façon diminuer pour beaucoup, je dirais, cette haine ou cette violence montante qu'on a aujourd'hui entre chasseurs et non-chasseurs. Il n'empêche que la sécurité doit être poussée à son maximum, comme nous le faisons tous les jours. Et ça, c'est autre chose, on est bien d'accord. Là, on parle du partage de la nature. Bien, une petite dernière question que je dois vous poser, si mes collègues ont terminé, sur les accidents et les incidents répertoriés dont vous avez connaissance. Avez-vous une idée des causes principales? Quel type de manquement revient le plus souvent en termes de, vous l'avez dit, en termes de sécurité, souvent c'est l'angle des 30 degrés. Est-ce que vous avez une idée de majoritairement quel type de manquement revient le plus souvent? C'est l'angle des 30 degrés. Après, j'insiste sur le fait qu'arrive aussi, entre guillemets, la faute à pas de chance. On a vu des gens mourir d'une balle qui ricoche alors que la balle est tirée à 45 degrés. Et là, c'est qu'est-ce que vous voulez? Il y a une chance sur 1 million que ça se passe comme ça, mais de temps en temps, ça arrive. C'est rare. Il y a une chose qui me choque profondément, c'est des gens qui tirent sans avoir identifié quelque chose. Et ça, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Et pour ce genre de tir, voilà, bon, comme l'an de 30 degrés d'ailleurs, hein, voilà, je le dis souvent, c'est traité comme un accident. Quand on accumule les fautes, comme dans certains accidents, et particulièrement pour la mort de M. Keane, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est plus un accident. Quand il y a autant de bêtises accumulées, c'est un meurtre. Il y a un moment, il faut... Voilà. Donc s'il y a un moment, il y a quelque chose à faire là-dedans, il faudra le faire. Et ça servira à la chasse, d'ailleurs. Quoi qu'on en dise. Et ça servira à la sécurité. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. J'avais quelques propos conclusions, Madame la Présidente. Oui, allez-y, je vous laisse conclure. Et puis, J'avais si bien commencé, c'est gentil à vous. Merci. Donc je voulais vous remercier, bien sûr, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, vous le lui direz, et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voulais profiter effectivement de cette fin d'entretien pour parler de certains faits qui vont retoucher d'ailleurs le problème sécuritaire, ou tout au moins le problème de la haine et de la violence et de l'incompréhension qui tourne autour de cette chasse aujourd'hui. Alors je sais effectivement que ces propos vont encore m'amener plein de problèmes, mais on y est habitué, et surtout beaucoup de menaces de mort. Mais je reviens à ces menaces effectivement qui sont proférées sur les réseaux sociaux, malheureusement, souvent en toute impunité. À quand une véritable loi pour endiguer ce mal de notre société qui touche malheureusement perpétuellement ces deux mondes? De nombreux chasseurs et la famille subissent comme moi aujourd'hui des harcèlements d'une rare violence à partir des réseaux sociaux et dont les sanctions pénales se résument trop souvent à de simples stages de citoyenneté. Depuis quelques années, plusieurs jeunes se sont suicidés en lien direct à leur appartenance avec le monde cinégétique suite effectivement à ces harcèlements. Les réponses des tribunaux ne sont malheureusement pas toujours à la hauteur du calvaire que vivent ces personnes et leurs familles, et qui n'ont malheureusement ni ma facilité ni mes moyens de président de FNC à œuvrer en justice pour obtenir réparation, même si celle-ci quelque part est dérisoire. Que dire aussi, j'ai 3 points Madame la Présidente, que dire aussi de cette propagande anti-chasse
qui se développe dorénavant au sein même de nos écoles, là où l'on voit une certaine bienveillance de certains rectorats à laisser passer des ouvrages de propagande, de programmes scolaires ou en périphérie de celui-ci, traitant de la méchanceté des chasseurs à tuer Bambi et ses amis de la forêt et des champs. Je voulais revenir là-dessus parce que pas plus tard que la semaine dernière, dans l'école de Dan, un petit village du Pas-de-Calais, un livre sans équivoque a été distribué aux enfants présentant les chasseurs comme des êtres sans empathie, menaçant les animaux et bien plus, bien sûr. Et comment se fait-il que certaines associations anti-tout ont le droit de faire du militantisme auprès de nos enfants contre la chasse, la pêche, l'élevage ou l'alimentation carnée pendant les heures de l'école républicaine? Et tout cela sans contrôle, ni contradictoire, alors que nos structures fédérales sont pourtant toutes agréées en matière de protection de la nature et ne peuvent toujours pas officiellement intervenir pour parler de biodiversité ordinaire dans les classes en raison du dogmatisme de certaines académies. J'en viens au troisième et dernier point, qui devrait d'ailleurs faire couler un peu d'encre et de salive dans les jours qui viennent. Je vais vous remettre la une du magazine cinégétique Nos Chasses, que je vous fais voir de loin, Madame la Présidente, mais je vais vous le donner, qui relève dans les moindres détails le fonctionnement et les agissements de certains groupuscules anti-chasse ou antispécistes. Peut-être qu'ils passeront devant vous. Le repenti de nommé Alexis Barbier nous raconte une histoire un peu folle sur l'organisation structurelle de ces groupes d'action, leur financement occulte par de grandes associations animalistes à coups d'enveloppes d'argent liquide dont on ignore d'ailleurs l'origine, et comment ces associations sont aussi devenues des donneurs d'ordre qui listent les actions moyennement finances que ces groupuscules sont obligés de réaliser s'ils veulent avoir des moyens financiers. Des actions qui semblent porter sur des fondamentaux de la cause anti-chasse qui se résument à transfigurer la vérité des images et des mots, j'en reviens d'ailleurs à ce qui est fait dans le site de Un jour un chasseur, à détruire et brûler les infrastructures cinégétiques et bien d'autres choses encore. Tout cela, mesdames et messieurs, fait froid dans le dos et met en lumière les dérives de ce soi-disant camp du bien, de ces grandes associations à la plus petite cellule dormante qui aujourd'hui semble fonctionner selon des méthodes mafieuses et menace dorénavant l'intégrité physique des gens qui ne partagent pas leur idéologie. Je sais de quoi je parle. Pourquoi j'évoque ces points en conclusion de notre audition? Car ils font partie de ce harcèlement sécuritaire de l'opinion publique, par des propos ou des écrits totalement déformés et mensongers, porteurs de haine et de violence, destinés parfois, malheureusement, aux plus jeunes d'entre vous, comme je viens de le décrire. Madame la Présidente, dans les jours qui viennent, je porterai donc sur votre petit site 3 premières pétitions, très à la mode, qui illustrent parfaitement la conclusion de mes propos. J'en appellerai d'ailleurs aux chasseurs, comme aux autres usagers de la nature qui sont en droit de demander que ces sujets soient traités avec le même sérieux qui est le vôtre dans cet audit de la sécurité à la chasse. Avec l'ensemble de mes collègues présidents et avec tous nos partenaires usagers, comme nous de la nature, nous continuerons de travailler avec acharnement et motivation pour continuer de faire baisser encore et toujours le nombre des accidents liés à la chasse. Je vous remercie de m'avoir écouté.